à tous, très heureux de vous retrouver pour Histoire criminelle comme tous les dimanches sur LCI. Au sommaire de notre dimanche, les dessous d'une enquête hors norme ou comment la justice, 10 ans après un crime, a réussi à mettre la main cette semaine sur un homme qui est probablement le violeur au tournevis, un homme qui avait agressé et violé violemment une joggeuse qui faisait son run sur les bords du Clin à Poitiers en 2015. La clé de cette énigme se trouvait aux États-Unis. On va tout vous raconter dans un instant. Au sommaire également, on veut une enquête dans laquelle on va se plonger. Une enquête qui a pris la forme d'un combat, le combat d'une mère pour savoir ce qui est arrivé à son fils, Louis Grette. Louis Grette qui avait 14 ans en novembre 2013. Il décède à 100 mètres seulement de son domicile. Sa mère s'est battue pour savoir ce qui lui est arrivé. La justice lui a longtemps dit qu'il s'agissait d'un suicide, mais les incohérences du dossier ont fait tomber cette version. Cette mère sera notre invitée dans un instant. Et puis, dans 10 jours, très exactement, le 24 décembre prochain, le plus vieux cold case de France aura 54 ans. 54 ans que la famille Méchineau a disparu un soir de Noël près de Cognac. Elle n'avait que 5 km à faire pour rentrer de son réveillon et elle s'est comme volatilisée. Plus de traces des parents, des enfants, de la voiture. Le gendarme qui a le plus travaillé sur ce dossier a la conviction que la vérité peut enfin aboutir. Il sera notre invité dans la deuxième partie de l'émission. Histoire criminelle, chapitre 15. Soyez les bienvenus. Tout de suite, le fait de la semaine. Pourrait se résumer en une question. La science est-elle plus forte que les criminels? La science et le savoir-faire du pôle cold case de Nanterre. On peut se poser cette question après l'arrestation et la mise en examen d'un homme cette semaine, celui que l'on surnomme le violeur au tournevis. On va vous raconter tout ça avec nos invités. Maître Lit Ahmedid, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'avocat de la victime de ce violeur au tournevis. Vous allez nous raconter son histoire évidemment dans un instant. Et puis Raphaël Maillochon est avec nous, journaliste police-justice TF1 LCI. Vous avez suivi ce dossier, vous allez nous donner les tenants et les aboutissants, nous raconter cette enquête assez hors norme qui a eu lieu. D'abord, Maître, pour comprendre cette affaire, il faut remonter au 23 juin 2015. On est, on le disait, sur le bord du Clin. C'est une rivière qui coule à Poitiers. Votre cliente fait un jogging comme souvent ça lui arrive. Oui, absolument. Elle avait l'habitude d'aller courir là-bas, donc évidemment, elle n'a jamais eu le moindre problème, sauf que ce jour-ci, elle est tombée sur un type qui était relativement mal intentionné, même plutôt très mal intentionné, puisque sans même l'aborder ou lui poser la moindre question, il l'a frappé dans le dos et ensuite l'a roué de coups sur le bas-côté avant de la violer. Cet homme avait un tournevis, c'est pour ça qu'on l'a appelé le violeur au tournevis. Comment l'a-t-il utilisé, si je puis dire? Parce qu'il faut raconter qu'elle a été agressée de manière extrêmement violente, cette jeune femme. Absolument. Sans doute que l'une des spécificités, c'est que il arrive par derrière. Elle avait des écouteurs, comme beaucoup de joggers peuvent en utiliser lorsqu'ils vont faire leur course à pied. Et puis, donc elle l'a pas vu bien entendu, elle l'a pas entendu non plus, et il l'a frappé immédiatement. Encore une fois, il n'y a pas eu de discussion entre eux. Il arrive en scooter. Dès qu'il arrive à son abord, il frappe avec son tournevis au niveau du dos. Elle est touchée au niveau des poumons. Et évidemment, ensuite, il descend et la pousse dans le bas-côté avant que de lui porter un certain nombre de coups. Elle va finir d'ailleurs, puisqu'il l'étrangle par perte de connaissance. Oui. Et ensuite de quoi, il la viole. Il va partir en la laissant pour morte. Il pense qu'elle est morte. Par chance, elle va être soignée, conduite à l'hôpital. Les gens vont la voir et elle va pouvoir survivre à cette épreuve. Épreuve évidemment qui l'aura marquée, vous allez nous en reparler. Sur son corps, il faut le dire comme ça, il faut dire les choses, un ADN va être retrouvé. Absolument. Alors, d'abord, je précise qu'il ne la laisse pas tout à fait pour morte, puisque en réalité, après qu'il lui a imposé ce viol, elle va subitement se réveiller, entre guillemets, et évidemment hurler, ce qui va surprendre cet agresseur, plus l'intervention d'une riveraine qui, par ailleurs, a hurlé, et donc il a été pris de panique, il est parti en courant. Donc, la spécificité, encore une fois, c'est que il est évident qu'en la frappant, avant même que de lui parler avec un tournevis au niveau, non pas de la poitrine, comme je l'ai lu dans certains médias, mais au niveau du dos, occasionnant une blessure dans les poumons, il n'avait pas d'autre chose en tête que de la tuer. Enfin, c'est ce qui me semble en tout cas assez évident. Alors on trouve un ADN sur son corps, ce sera évidemment l'élément essentiel de cette affaire. Cet ADN, Raphaël, il ne va matcher nulle part. Pendant des années, on va essayer de trouver cet individu, la justice va mener des actes d'enquête et il ne matche nulle part.
Oui, je rappelle que cet ADN, il est retrouvé le 23 juin 2015. Et pendant 10 ans, eh bien, cet ADN va être comparé dans les bases de données françaises, notamment au FNAEG, le fichier national des empreintes génétiques. Il va être testé également auprès des autres bases de données européennes. Et à chaque fois, il y a des résultats négatifs qui, pendant 10 ans, vont revenir sur le bureau des enquêteurs. Ils vont faire alors une recherche en parentalité. Mais là, encore une fois, c'est des résultats négatifs. Certains profils ADN similaires sont même recherchés, mais jamais un seul suspect n'émerge. Et donc les enquêteurs de l'OCRVP, l'Office central de répression de la violence aux personnes, vont même mener des campagnes de prélèvement pour essayer d'avoir des résultats dans ce dossier. Mais il va se retrouver bloqué à l'échelle française et européenne. Pas de traces qui matchent et on va donc décider en 2025, puisqu'en 2022 le dossier est repris par le fameux pôle des cold cases de Nanterre. En juin 2025, le pôle va décider d'utiliser ce qu'on appelle la fameuse méthode de la généalogie génétique en s'adressant au FBI, aux États-Unis. Petite explication. Cette méthode permet de comparer les traces ADN d'une scène de crime aux bases de données de sociétés privées américaines qui proposent des tests aux particuliers souhaitant en savoir plus sur leurs origines. C'est interdit dans l'Hexagone et pourtant 2 millions de Français ont déjà fait l'un de ces tests. Si un parent éloigné du criminel figure dans cette base, les enquêteurs peuvent remonter sa trace et c'est ce qu'il s'est passé dans ce dossier. On n'a pas un rapprochement qui nous donne la personne, on a un arbre généalogique avec plusieurs personnes et les enquêteurs ont affiné. Raphaël, ça veut dire que dans les bases américaines, cet ADN, il va matcher non pas directement avec le violeur au tournevis, mais avec des ascendants ou de la famille. Oui, le procureur de la République de Nanterre en parle. Avec cet ADN, ces bases américaines, la collaboration du FBI, on ne va pas avoir une identité très précise, mais on va avoir des parents éloignés, des cousins, des personnes qui se sont adonnées à ces fameux tests récréatifs, interdits en France mais autorisés outre-Atlantique. Et il va falloir remonter chaque branche de cet arbre généalogique pour, in fine, avoir un suspect le plus précis possible. Les enquêteurs le savent, ils en sont certains. L'auteur de ce viol est un homme. Et après, il y a des recoupements qui sont réalisés. L'âge, le parcours de vie, les cousins en France, où est-ce que ça peut matcher? Donc c'est un travail qui va être titanesque pendant des mois pour arriver à un suspect probable, interpellé et bientôt présenté à la justice. Donc. Maître, quand on vous a appelé pour vous dire qu'un homme avait été interpellé, que l'ADN avait matché avec ses bases récréatives, qu'on avait fait le travail d'enquête, comme vient d'expliquer Raphaël, j'imagine que vous appelez votre cliente. Comment elle réagit? Presque étonnamment, c'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre après 10 ans à ce qu'elle soit très satisfaite et qu'elle l'exprime. C'est pas du tout l'entretien téléphonique que j'ai eu avec elle. Elle était abasourdie. Elle y croyait sans doute plus beaucoup après 10 ans, on peut l'entendre. Elle s'était peut-être fait une raison ou avait peut-être décidé de passer à autre chose, je ne sais pas. Mais très clairement, elle m'a dit qu'elle n'était pas en mesure, sur ce court laps de temps, de réagir d'une façon qui soit, alors c'est pas adapté ou inadapté, mais en tout cas qui soit conforme à ce qu'elle imaginait elle-même que tout le monde attendait. Vous, comment vous avez réagi? Vous pensiez que cet ADN pouvait matcher, qu'on pouvait réussir à retrouver cet homme 10 ans après, quand même, hein? Alors, moi, d'abord, j'ai été extrêmement surpris. Cette technique de généalogie génétique, je la connaissais pas. Évidemment qu'on pensait que ça pouvait se produire. Ça m'est déjà arrivé dans ma carrière, au moins 2 fois que des dossiers comme ça sortent plusieurs années après, mais dans un cadre classique. C'est-à-dire que celui qui a commis le crime, plusieurs années après, et qui n'était pas enregistré dans le fichier, plusieurs années après, va commettre une vétille pour laquelle il va passer en garde à vue et on va prélever son ADN. Et là, les faits les plus importants pour lesquels il a maille à partir avec la justice, c'est-à-dire ce qu'il a commis quelques années avant, il va devoir s'en expliquer, alors qu'initialement il était là simplement pour, en général, un outrage ou des violences légères, quoi. Agression extrêmement violente, qu'est-ce qu'on sait de son profil? Est-ce que ça correspond à la violence avec laquelle il a agressé cette jeune femme? On sait très peu de choses sur son profil, à part son âge, 28 ans, c'est une personne qui a été interpellée en Indre-et-Loire. Maintenant, les enquêteurs vont devoir faire un fin travail pour savoir, depuis 10 ans, entre Poitiers et l'Indre-et-Loire, il y a plusieurs dizaines de kilomètres, mais il va falloir remonter tout son profil. Où est-ce qu'il a travaillé? Est-ce qu'il a été en contact avec, je ne sais pas, par exemple, des mineurs, des femmes? Quel métier est-ce qu'il a exercé? Ça, les enquêteurs le savent très bien, mais ils vont gratter littéralement sur son profil pour voir si ils peuvent lui imputer d'autres affaires, ou alors est-ce que c'était la première fois qu'il passait à l'acte d'un acte criminel? Il est inséré professionnellement, il avait une amie? Oui. Pas d'enfant a priori? Non, c'est ça, effectivement. Voilà, c'est un profil d'un homme effectivement qui ne présente pas un profil de marginal de la société, mais effectivement inséré, travailleur, qui vraisemblablement jusqu'ici n'avait pas fait parler de lui. Donc
tout ça, la justice, en tout cas les enquêteurs vont devoir continuer à travailler sur son profil pour savoir si c'était la première fois ou pas. Ce profil, il est quand même particulier. Alors, on va dire que malheureusement, on en a connu des comme ça. Dino Scala, si on parle du violeur de la Sambre, il était inséré, il avait une vie de famille, et le matin, à l'aube, il allait agresser des jeunes filles dans la rue. Cet homme, il est inséré, il a un boulot, il a une femme. C'est-à-dire que pendant 10 ans, il a vécu dans le mensonge une vie quasi normale. C'est difficile à dire en l'état des informations dont je dispose, moi, sur cet homme-là, parce que, d'abord, ça me paraît assez difficile à croire. C'est quand même des profils assez particuliers, ce type de violence, ce type d'acte, encore une fois, qui était destiné dès le départ à être criminel. Pas simplement sur l'aspect viol, mais clairement sur l'aspect tentative d'assassinat, parce qu'elle s'en sort, mais en réalité, il y va pour tuer. Frapper au tournevis dans le dos sans prévenir, qu'est-ce qu'on peut espérer d'autre? Donc, je me dis que ce type de profil, je l'ai peu rencontré dans ma carrière, mais à chaque fois que je l'ai rencontré, ils se sont pas contentés d'un one-shot. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 10 ans? Soit il a commis un certain nombre de faits identiques et il est passé sous les radars, soit effectivement il n'a rien fait, et là il va falloir que les psychologues et psychiatres nous éclairent un peu sur une personnalité comme celle-ci qui peut mettre complètement sous silence son espèce de dark passenger, comme ils disent dans Dexter. Je sais pas, j'attends moi beaucoup de ces éléments d'enquête et de personnalité quand ils seront développés dans l'instruction. Et c'est vrai qu'on dit régulièrement, les criminologues, les spécialistes, les experts psychiatres, qu'une période blanche, c'est-à-dire une période où quelqu'un qui est capable de commettre un tel crime, c'est rare, c'est extrêmement rare. Ça veut donc dire, vous le disiez Raphaël, qu'on va remonter tout son parcours criminel, son histoire, ses lieux de vie, les gens qu'il a rencontrés. Il y a une autre enquête qui est en train de démarrer maintenant ? Oui, bien sûr, parce que la première enquête, elle a duré plus de 10 ans, on le racontait, on retrouve avec ses traces ADN, les fichiers français, européens, la collaboration de justice et pénale avec les États-Unis. Ils ont maintenant ce suspect, donc ça on va dire que c'est dont acte l'ADN a matché. Maintenant, il va falloir que les enquêteurs s'intéressent, deuxième temps, qui sera moins long, ça ne durera pas 10 ans, mais effectivement les enquêteurs s'intéressent vraiment à qui est cet homme de 28 ans, quel est son profil à la fois amical, professionnel, familial, où est-ce qu'il est passé en France, faire des rapprochements avec d'autres histoires, interroger les commissariats, les brigades de gendarmerie, savoir, est-ce que vous avez eu des faits commis, non résolus depuis X temps. C'est tout un fin travail là qui débute également pour ces enquêteurs. Est-ce que pour le cas précis de votre cliente, vous attendez désormais un procès ? Comment ça va se passer ? On espère que ça puisse se passer rapidement, mais vous avez entendu ce qui vient d'être dit. Il y a quand même pas mal de boulot à faire. On peut se souvenir notamment des affaires Le Landais. Au départ, c'était parti avec la première des affaires, je crois que c'était Maëlys. Oui. Et puis ensuite, ils ont découvert d'autres faits. Et très égoïstement, du point de vue de ma cliente, ce qui inquiète, c'est que ça puisse faire perdurer cette instruction sur encore des années, si bien que le procès tarderait à voir le jour. Alors bon, ça fait déjà 10 ans. J'en ai discuté avec la juge d'instruction quand je l'ai eu au téléphone. Je lui ai expliqué que nous, vraiment, ce qu'on attend, évidemment plus ma cliente que moi, c'est que le procès arrive rapidement. Ce sera une épreuve pour elle, mais c'est un mal nécessaire. Elle a repris une vie aussi normale que possible, votre cliente. Elle a réussi à surmonter cette épreuve ? Oui, avec des hauts et des bas, mais c'est une femme qui a toujours été très intégrée. Elle travaille toujours d'ailleurs comme infirmière. Mais effectivement, quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a expliqué que c'était assez compliqué pour elle de temps en temps. Disons que au quotidien, elle essaie de vaquer, de faire en sorte que les choses se passent à peu près normalement, mais un certain nombre d'événements, et notamment cette affaire Agathe Hilleret, cette joggeuse qui est tuée proche de Poitiers, font ressurgir comme ça de mauvais souvenirs, et puis la font passer par quelques difficultés passagères. C'était le cas là au moment où je l'ai eu au téléphone. Donc c'est très difficile quand on a subi un trauma comme ça de s'en remettre et d'avoir une vie linéaire. C'était sans doute ce qui était programmé. Et malheureusement, il y a eu cette intervention de ce jeune homme là, proprement déséquilibré d'après ce que moi je considère, et qui a un petit peu obéré l'avenir de cette jeune femme et de sa famille. Faut qu'on dise un mot peut-être encore de cette technique de généalogie génétique à la Matchella. Elle a permis d'apporter une réponse à cette femme, qu'on l'espère un procès qui l'apaisera. Il y a une autre affaire, ça a été utilisé une seule fois en France. En 2022, on avait arrêté le prédateur des bois, c'est comme ça qu'on l'appelait. Oui, Bruno L, qui avait commis une série de viols entre les années 1998 et 2008 du côté de la Charente-Maritime, en région parisienne, des viols de jeunes femmes, parfois mineures, âgées entre 15 à 19 ans, non résolus pendant 20 ans, et les enquêteurs vont utiliser pour la première fois en France cette technique de la généalogie génétique. Ça va
correspondent. Là encore, on va interroger les bases de données étrangères. Les enquêteurs, faire un fin travail d'arbre généalogique, de profil, et identifier cet homme. Il a été interpellé en 2022, fin 2022, mis en examen. Pendant sa garde à vue, il va reconnaître une partie des faits, mais il va se suicider en prison dans le cadre de la détention provisoire. C'était en mars 2024. Donc il y a une extinction de l'action publique. Mais en tout cas, cette affaire effectivement du violeur des bois, du prédateur des bois, est la première affaire où la généalogie génétique a permis de résoudre un cold case âgé de 20 ans. On en est à 2 avec l'affaire que vous traitez. Il y a d'autres dossiers au pôle cold case qui pourraient bénéficier de cette généalogie génétique ? Oui, il y a d'autres dossiers, effectivement, mais il y a un vide juridique actuellement en France autour de l'utilisation de la généalogie génétique. C'est une utilisation qui reste au cas par cas, avec bien entendu l'accord des magistrats instructeurs, avec la coopération internationale, je le disais, de justice et pénale avec les États-Unis. Mais ce vide juridique, il est bientôt, en tout cas les victimes l'espèrent, en passe d'être réglé parce que le garde des Sceaux veut inscrire ça dans la loi, dans le droit français. Normalement, ça devrait arriver début 2026. Et on voit à quel point ce serait utile. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, Raphaël. On va continuer à suivre cette enquête, évidemment, grâce à vous et au service police-justice de TF1 LCI. Merci à vous deux. Tout de suite, on va se plonger au cœur de l'enquête. Et on se plonge ce dimanche dans une enquête qui a pris la forme d'un combat. Le combat d'une mère pour savoir ce qui est arrivé à son fils. Son fils, Louis, retrouvé mort en novembre 2013 à 100 mètres seulement de chez lui. À cette mère, on a dit pendant longtemps qu'il s'agissait d'un suicide. Elle s'est battue sans relâche pour montrer toutes les incohérences de cette version qui n'a donc pas tenu face aux faits. Elle veut donc aujourd'hui savoir qui s'en est pris à son fils. Elle voudrait aujourd'hui que le pôle de Nanterre, dont on parlait à l'instant, se saisisse aussi de ce dossier. Cette mère, c'est Sylvie Kellens. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci d'être là pour nous parler de Louis, de votre dossier, de votre combat. Parce que c'est un combat et vous allez aussi nous le raconter. Avec vous, votre avocat, Maître Najwa El Haïté. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous apporter tous les éléments pour comprendre cette affaire. D'abord, comme souvent ici, on aime bien parler de ceux qui ne sont plus là et de ceux pour lesquels vous vous battez. Louis, il avait 14 ans. Vous nous avez gentiment prêté quelques photos de votre album de famille. On va aller regarder ces photos et vous allez nous dire qui était Louis, ce garçon souriant. On va le voir sur les photos. Un garçon qui avait des passions, un garçon qui avait des rêves. Le voici. Louis, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, je vous dirais que pour définir Louis, c'était la vie dans toute sa splendeur. C'était un enfant qui adorait la vie, qui était toujours joyeux, qui, comme on dit couramment, qui faisait toujours rire la galerie. C'était un meneur. C'était également un enfant qui avait plein de projets, qui avait, si vous voulez, déjà une idée de sa vie. Bon, déjà, il voulait être designer automobile, il dessinait tout le temps. Donc, passionné de karting ? Là, il allait aller construire un karting avec un copain ce jour-là, mais sinon, donc il avait sa chemise avec ses dessins de voitures qui ne le quittaient jamais. Il était connu à l'école pour ça. J'ai des photos sur la plage, il est avec sa pochette, parce qu'il dessinait partout, quoi. Donc il était vraiment passionné par les voitures et il voulait en faire son métier. Il parlait aussi couramment de sa vie de d'homme, donc de ses enfants, dont il m'a parlé très très tôt, parce que comme je l'ai élevé seul, à partir de ses 6 mois, première fois qu'il m'a parlé de ses enfants, il devait avoir 4 ans, on était dans la voiture, et il me dit « Tu sais quoi, maman ?» Je dis « non, qu'est-ce qu'il y a, mon cœur ?» Moi, quand je serai grand, je laisserai jamais mes enfants. Ça nous dit aussi beaucoup du lien que vous aviez avec lui, extrêmement fort. Et toujours maintenant. Et on va le voir parce que le combat que vous menez, c'est pour lui et c'est cet amour qui vous porte. Je me permets de retracer le contexte de ce mois de novembre 2013. Vous étiez clerc de notaire, vous habitez à Pontpoint, c'est dans l'Oise. Vous habitez à 100 mètres de la ferme de vos parents. Votre maman est décédée quelques mois avant et dans cette ferme, il reste quelques animaux. 3 mois avant, il reste quelques animaux, notamment une chèvre. Voilà, on voit la ferme de vos parents. Vous habitez juste à côté, on est rue des Écoles. Et puis il y a cette chèvre qui est de l'autre côté du portail et que vous allez nourrir évidemment avec Louis régulièrement. On est le 23 novembre 2013, début d'après-midi. Louis doit partir, vous le disiez, pour aller travailler sur ce karting avec un de ses copains. Et puis son copain va avoir du retard, il va arriver un peu plus tard que prévu. Donc vous allez dire à Louis, tiens, profite de ce temps, va nourrir la chèvre avant de partir, va mettre du pelé aussi dans le poêle pour chauffer la maison. Et puis,
il part à 14h34. Il va pas revenir. Vous allez donc décider vers 14h50, 55 d'y aller? C'est pas pour ça que je vais. Donc il doit partir à 14h. 14h13, j'ai un message de la maman, elle viendra le chercher qu'à 16h. Je vais lui annoncer, il est devant la télé, il me répond « Ah non, pourquoi ?» Je sais pas, moi. Et je refais quelques pas. Et je me dis, mais s'il part qu'à 16h, moi je dois partir en course, il a le temps d'aller nourrir sa chèvre. Donc je retourne le voir et je lui dis, tu peux aller nourrir Pépette. Et il me répond, oh non, j'irai lundi. Et moi, comme une andouille, excusez-moi, je lui fais la morale. Tu manges tous les jours et ceci et cela. 14h34, je suis devant une porte-fenêtre et je le vois partir dans l'allée en compagnie de son chien. Alors déjà, est-ce qu'on emmène son chien quand on va se suicider, hein? Est-ce qu'on réagit comme ça? Je veux dire, ces réactions prouvent bien qu'il n'avait pas du tout envie d'y aller, donc il peut pas y avoir préméditation à son geste. Hein. Parce que vous y êtes allé directement et vous avez raison, vous allez y aller. Et dans l'appentis, donc cette petite construction qui est juste à côté de la ferme, comme vous ne trouvez pas Louis, vous allez y aller. Puis c'est cette petite construction qui est juste là. Et vous avez trouvé Louis mort. Et moi, si vous voulez, moi je n'y vais pas parce qu'il ne revient pas, c'est pas ça, c'est que je dois le voir avant de partir pour lui donner les clés. Donc, bon, juste avant de partir, je me dirige vers la ferme. Et puis, oui, j'arrive là, le portail est refermé de façon totalement anarchique au niveau de la chaîne, la porte de cuisine est ouverte, je rentre dans la maison, il a rempli le poêle à peler, je lui ai pas demandé de le remplir, il a laissé ouvert. Puis voilà, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Déjà la chaîne, quoi. Mais enfin, bon, ça m'inquiète pas plus que ça, hein. Et puis, donc, je le cherche dans la maison, j'appelle, je repars dans la cour de devant, pas de réponse. Je me dis, bon, il est dans la cour arrière qui est complètement enclavée avec ses animaux. Et donc là, je me dirige, vers cette cour, et puis là, j'ouvre la porte, et mon fils est là, pendu, les pieds au sol, et jambes fléchies. C'est évidemment un choc immense. Ah oui. Vous allez couper le lien, le détacher, essayer de le réanimer. Les pompiers vont arriver. Les pompiers vont arriver, le médecin va arriver. Il y a cette corde, il est pendu. Le premier élément qui est donné, c'est il s'est suicidé. Et on va pas lancer d'enquête à ce moment-là, quasiment pas. Alors, vous avez un premier médecin qui vient constater le corps sans vie de Louis Guérette. C'est le médecin du SMUR. Et qu'est-ce que fait le médecin du SMUR? Tout de suite, il fait un certificat naturellement de décès et il émet un obstacle médico-légal, c'est-à-dire l'impossibilité d'inhumer le corps parce que pour lui, c'est une mort suspecte. Ensuite, vous avez un médecin légiste qui intervient et là, de manière très rapide, il conclut à un suicide par pendaison et il dit qu'il n'y a pas de traces de violence. Mais vous avez, le 13 décembre 2013, un mois après les faits, un autre médecin légiste qui va contredire le premier médecin légiste en disant il existe des lésions de défense et donc ce n'est pas un suicide. Et donc, on n'est pas sur un suicide, mais un homicide volontaire. D'ailleurs, la justice, pourra aller vers cette voie-là et a retenu ce chef d'infraction. Alors, on est là, mais il faut quand même évoquer ce combat que vous avez mis pour faire reconnaître que ça n'était pas un suicide. Vous avez évoqué quelques éléments, je voudrais qu'on les reprenne très rapidement. D'abord, on va revoir le portail, vous nous en parliez, cette chaîne. Vous nous avez donné la photo de ce portail et de cette chaîne. On va les revoir. La chaîne autour de ce portail, elle n'est pas mise comme elle aurait dû être mise habituellement. Non, ça c'est un premier élément. La chaîne est normalement, nous la mettons toujours comme sur la photo du bas. Et donc c'est une chaîne à vase qu'on appelle. Donc elle est maintenue par un gros cadenas que nous enlevons. Pour accéder à cette chaîne, il faut monter sur un parpaing ou sur une pierre devant, parce que tellement c'est haut. Donc nous enlevons le cadenas, nous faisons coulisser la chaîne, simplement. Parce que pour la mettre et l'enlever, c'est du sport. Hein. Et donc nous procédons comme ça, et ensuite, une fois qu'il y a un petit peu de lest, en fait, nous poussons le battant droit, et nous immisçons entre les deux battants, nous rentrons dans la cour. Et pour refermer, on remet une pierre ou quelque chose derrière une fois qu'on est dedans, quoi. Alors que là, la chaîne, donc vous voyez les croisillons
sur le battant gauche. Donc le T de la chaîne à vache est coincé entre les premiers croisillons du battant gauche et passe simplement comme ça à la jonction des deux battants et redescend totalement Ce qui derrière n'était le battant droit. Pas l'habitude. Ça veut dire que Ah non, quelqu'un, non. pour vous, l'a défait, l'a remise comme il pouvait, sans faire comme vous faisiez d'habitude. Et c'est surtout que je ne comprends pas, si vous voulez. Bien sûr. La réflexion que je me fais, mais excusez-moi, hein, mais qu'est-ce qu'il a foutu? Pourquoi il a fait ça? Bien sûr. Première incohérence. Autre incohérence, vous le disiez, un peu plus tard, il y aura donc une vraie expertise sur le corps de Louis. Et on a dit c'est un suicide, mais on va se rendre compte qu'il y a une brûlure de cigarette, des lésions de défense. Tout à fait, des écorchures également. Et donc ça ne colle pas du tout avec un suicide. Je parlais en effet de lésions de défense. Et puis, comme l'expliquait Sylvie Kellens, vous avez un portail qui n'est pas fermé comme d'habitude, qui est fermé de l'extérieur, pas de l'intérieur. Comment Louis Grette a pu se pendre et ensuite fermer le portail? Ça ne colle pas. Et puis pour fermer ce portail, vous devez être très grand, parce que Louis Grette mesurait 1m70. Et c'est impossible. J'y suis allée dans ce corps de ferme. C'est tout simplement impossible. Et donc, on peut dire qu'il y a eu très vraisemblablement l'intervention d'un tiers. D'autant qu'on a une preuve supplémentaire. Voilà, c'est pas vraisemblablement, il y a eu... Oui, il y a un élément d'ailleurs supplémentaire. Je voudrais qu'on parle du véhicule que votre voisine Caroline, qui habite juste à côté, va passer devant ce corps de ferme au moment où se trouve Louis. Et elle va vous dire après, mais j'ai vu un véhicule. Mais oui, bien sûr, elle vient me voir. Donc moi, je suis hospitalisée. Elle vient me voir le mardi, et donc moi, je l'accueille et je lui dis c'est pas possible, Caroline, c'est pas possible. C'est pas lui qui a fait ça. C'est pas Louis, c'est pas lui. Et puis elle comprend pas. Elle le connaît puisqu'on se relayait pour emmener nos enfants au collège, quoi. Et dans la foulée, je lui dis parce que donc moi, j'ai été hospitalisée le samedi. Et après, bon, une fois hospitalisée, je me rappelle de rien. Mais dès le dimanche, tout le monde, c'est pas possible, hein, c'est pas Bien possible. Connaissant-le. Et donc, dans la foulée, je lui dis, faut que je fasse le tour des voisins, voir s'ils n'ont pas vu un véhicule ou quelqu'un de suspect. Et là, elle me répond, tu sais, moi, je suis passée samedi après-midi devant le corps de ferme, le portail était grand ouvert, il y avait un véhicule utilitaire garé dans la cour. Alors là, je la regarde, stupéfaite. Je dis, mais t'es passée à quelle heure? Elle me dit, elle emmenait sa fille à un cours. Elle me dit, le cours est à 15h, on arrivait avec 10 minutes de retard, donc on a dû passer entre 14h45 et 14h55. Faut savoir que Louis a quitté la maison à 14h34, que moi je suis arrivée à 15h. Que mon premier appel au secours est à 15h07. Je sais pas si vous voyez le timing. Donc, elle me fait part de ça. Tout de suite, moi, j'appelle le gendarme en charge de l'enquête, pour lui dire. Elle l'appelle derrière, depuis ma chambre d'hôpital. Elle lui demande s'il faut qu'elle passe, étant donné l'importance, déposer immédiatement. Je vous rappellerai. Ce monsieur ne l'a jamais rappelé. Et tous les manquements qu'il y a eu dans cette enquête, on va y revenir. Je voudrais juste pour nos téléspectateurs, il y a le portail, il y a les lésions de défense, il y a le véhicule qu'on voit dans la cour. Le vrai rebondissement, en tout cas un de plus, c'est évidemment 2018. Il faut que vous nous réexpliquiez, parce que 2018, il y a un vol à la roulotte non loin de chez vous. Il va y avoir des prélèvements faits dans le véhicule qui a servi à commettre ce vol. Et là, on va trouver des ADN qui vont matcher avec quoi? Expliquez-nous, maître. Alors, dans le véhicule, donc il y a eu une autre procédure à la suite d'un vol, à 10 km d'ailleurs des faits où se sont déroulés, et je peux parler du meurtre de Louis Grette. Donc 10 km, donc sur le même territoire. Et là, vous avez un ADN qui a été découvert dans ce véhicule où il y a eu un vol, qui match avec l'ADN retrouvé sur un morceau de la corde du lien, qui se trouvait à côté du corps. Et donc ça match. Et donc là, Sylvie Kellens a un espoir de découvrir enfin celui... C'est-à-dire qu'il y a un ADN inconnu sur le lien. Il faut bien faire une distinction. C'est un lien qui a servi pour Louis. Parce que sur la poutre, à 2 mètres du lien, il y a une corde. Il y a aussi une corde, tout à fait. Oui. Et en 2025, cette corde est toujours là. Et elle est attachée de la même façon qu'était attaché le lien. Donc, c'est-à-dire qu'elle est enroulée autour de la poutre, comme l'était le lien. Et c'est sur ce lien qu'on trouve un ADN inconnu qui match avec un ADN inconnu d'une voiture qui a servi à faire un cambriolage. Oui, en mai 2018. En mai 2018. Est-ce que ça veut dire que l'hypothèse privilégiée aujourd'hui, pour vous, c'est un cambriolage qui a mal tourné, des gens qui sont venus
pour cambrioler la ferme de vos parents. Louis est intervenu et ça a mal tourné. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, avant les faits, et même ma maman encore vivante, et même mon papa qui est décédé en 2011 encore vivant, nous avons eu des intrusions dans le corps de ferme. Même le portail est resté ouvert toute la journée, et donc même portail ouvert, on rentrait, pas de souci. Hein. Et donc ils allaient faire leur marché sous les hangars. Hein. On cherche la ferraille, on cherche ceci, on cherche cela. Donc une fois ma maman décédée, donc en août 2013, le portail donc s'est retrouvé fermé de la façon dont je vous l'ai décrit. Donc je pense que ce sont des gens qui avaient repéré que le lieu était inhabité, que ce jour-là ils sont passés et que Louis donc avait enlevé le cadenas et avait fait coulisser la chaîne, et que les deux extrémités de la chaîne étaient pendantes côté rue, ce qui a dû attirer leur attention. Donc et ils se sont dit tiens, c'est pas fermé, on va aller voir. Enfin bon, il faut quand même, excusez-moi le terme, être sacrément culotté pour ouvrir un portail comme ça. Bien sûr. Parce que vous l'entendez, il tient debout par la ferraille, par la rouille, comme je dis. Vous l'entendez vraiment s'ouvrir. Hein. Mais il y a eu ce véhicule blanc, ce qui évidemment accrédite cette hypothèse. Cet ADN, il est évidemment clé. Aujourd'hui, il est encore au cœur des instructions parce qu'il a fallu tout ce combat, on le résume un peu vite, mais il a fallu tout ce combat pour faire comprendre à la justice que ce n'était pas un suicide. Vous avez dû vous battre de façon impensable pour y arriver. Oui. Aujourd'hui, vous avez réussi, votre avocat le disait, ou une ouverture d'enquête pour homicide. Oui. On cherche bien qui s'en est pris à Louis. Donc dans l'enquête aujourd'hui, il y a notamment cet ADN. Est-ce qu'on travaille sur cet ADN ? Alors actuellement, vous avez une nouvelle juge d'instruction qui a été désignée en septembre dernier et qui s'attelle à réanalyser le dossier à la demande du procureur, donc à la suite des réquisitions du procureur, pour exploiter cette trace ADN qui a été découverte sur les lieux d'un vol. Mais là aussi, où j'insiste, et ce qui interpelle, c'est que la marque qui a été laissée sur le cou par le lien était de forme circulaire. Donc, vraisemblablement, et c'est un étranglement, et non en V remontant comme lors d'une pendaison. Vous voyez, c'est extrêmement important. Donc, il ne s'agit pas d'un suicide, mais il s'agit d'un meurtre. Et quand je parlais d'un tiers, je parlais de vraisemblablement, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui étaient dans ce corps de ferme, dans le cadre d'un cambriolage, comme vous le disiez très justement, qui a mal tourné. Vous avez dû vous battre pour faire admettre que ça n'était pas un suicide. Le combat continue 8 ans. C'est terrible parce que c'était une double peine pour vous. C'est-à-dire vous avez perdu votre fils et puis il a fallu mener un combat contre des gens qui vous disaient « mais madame, c'est un suicide, il faut l'accepter ». Alors, il a fallu mener un combat. Le combat n'est pas terminé, hein. Il continue toujours, déjà d'une. Ensuite, ils ont vraiment fait preuve de mauvaise volonté parce que j'ai toujours dit c'est pas un suicide, c'est pas un acte volontaire de Louis. J'aime pas du tout le mot suicide. Et puis il serait pas content qu'on l'emploie à son égard. Mais personne n'a jamais cru que c'était lui qui avait mis fin à ses jours. Ça ne colle pas avec sa personnalité. Ça ne colle. Déjà il y a les éléments matériels, mais ensuite il y a Louis. Louis, c'était le bout en train, c'était un meneur, il bouffait la vie, comme je dis, il bouffait la vie. Et vous nous le disiez, tous les gens, après ce jour horrible, vous disent, mais c'est pas Louis, c'est pas possible. Sûr. Mais j'ai fourni à la justice, je vous promets, pour faire en sorte, en fait, qu'elle arrête de qualifier sa mort de suicide, j'ai fourni des dizaines, voire des centaines de témoignages. Tous les élèves de 3e du collège où il était, les amis, nos praticiens médicaux, ses profs, depuis la maternelle, hein. Tous. La justice n'en tient pas compte. Hein. Le combat n'est pas terminé, vous le disiez, loin de là. Vous avez obtenu le fait qu'on considère que ce n'est plus un suicide, que c'était bien quelqu'un qui s'en était pris à Louis. Aujourd'hui, vous voulez évidemment aller plus loin, c'est votre combat avec votre avocate. Votre souhait, c'est que le pôle de Nanterre, le pôle des cold cases, reprenne ce dossier. Ah oui, il faut absolument que le pôle reprenne ce dossier. Je leur demande, parce que je pense que je n'arriverai à rien à Senlis, au tribunal de Senlis. Ils m'ont trop mis des bâtons dans les roues, je n'arriverai à rien. Et puis il faut prendre en compte aussi une chose, c'est que 12 ans de combat, seul comme ça, parce que
vraiment, mais vraiment un combat. Je me demande si les magistrats se rendent compte de ce qui nous inflige. C'est pas assez de perdre nos enfants. Je sais, j'ai pas de qualificatif, c'est inhumain. Je me demande s'ils font preuve de compassion. Je comprends pas. Moi, je comprends plus la justice. Votre combat, il a été extrêmement difficile et on comprend parfaitement votre émotion et cette colère même qui vous habite. Une colère pour la vérité et pour l'amour que vous avez pour Louis, il faut le rappeler. Maître, il y a tellement d'éléments dans ce dossier. Il peut aboutir. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a suffisamment d'éléments pour que ça bouge. Bah c'est là où c'est incompréhensible parce que ce dossier s'enlise. C'est pour ça que je vous remercie de nous donner la parole parce que comme le disait Sylvie Kellens, le combat continue, on ne lâchera rien. Et l'espoir, c'est vrai, et vous en parliez un peu avant nous, c'est la généalogie génétique. Là, il y a un véritable espoir. Vous avez un ministre de la Justice qui va faire voter en janvier prochain un projet de loi sûr pour que on puisse exploiter cette technique qui va permettre d'obtenir la manifestation de la vérité dans ce dossier. On a une trace ADN. La possibilité, c'est de croiser l'ADN du suspect que l'on a découvert en 2018 avec des millions de profils ADN qui se trouvent dans des bases de données. Et là, c'est un véritable espoir. Et donc oui, le combat continue. Ce combat, c'est pour Louis. Louis, il est avec vous tous les jours? Louis, il est avec moi, mais en permanence. J'ouvre les yeux. De toute façon, Louis dort dans mes bras. Il y a une photo, je dors avec Louis dans mes bras. J'ouvre les yeux, c'est à lui que je pense. Quand j'arrive à les fermer, c'est encore à lui que je pense. Tout le temps. De toute façon, j'ai été suivie longtemps par des psys. Et un jour, l'une d'elles m'a dit j'ai répondu, je sais plus une question. J'expliquais que j'en avais marre que les gens me demandent toujours comment j'allais, parce que je le dis franchement, depuis 12 ans, ça va plus, ça n'ira plus jamais. Donc, je lui dis ça, et elle me dit, mais ils comprennent pas, les gens, que vous avez perdu votre moteur. Voilà, j'ai perdu mon moteur, j'ai perdu celui qui me faisait me lever le matin, j'ai perdu celui qui était mon présent, qui était mon avenir, qui était mon passé depuis 14 ans. J'ai tout perdu. Tous les, tous les espoirs, tous les projets, tout est anéanti. Moi, ma vie, c'est chez moi, mes fleurs, c'est mon combat qui est harassant, et c'est le cimetière. Tous les jours. C'est le combat que vous ne lâchez pas, c'est tout l'amour que vous avez. Je ne lâcherai jamais pour mon Louis. L'amour que vous lui avez redonné encore aujourd'hui en continuant à vous battre pour la vérité. Merci beaucoup Sylvie Kellens d'être venue sur ce plateau. Merci beaucoup. Maître, on continuera évidemment à suivre votre dossier et on espère pouvoir en reparler avec des avancées bientôt. Merci beaucoup Sylvie Kellens. Merci Maître. Tout de suite, on va rejoindre nos grands témoins. Et avec nos grands témoins de la semaine, on va se pencher sur un mystère de Noël. Bah oui, dans 10 jours, ce sera le 24 décembre, le moment idéal pour vous raconter un mystère de Noël un peu particulier, le mystère des disparus de Bouthier-Saint-Trojan. Alors, qui sont ces disparus ? Eh bien, vous en avez là une partie de la famille, c'est la famille Méchineau. Il y a Pierrette, il y a Jacques, et puis il y a deux petits garçons, Éric et Bruno. On est en 1972, le 24 décembre. Ça vous semble vieux, mais vous allez voir que cette histoire, elle a tenu en haleine des dizaines et des dizaines de gendarmes qui voudraient un jour comprendre comment cette famille, en partant de son réveillon le 24 décembre et qui avait 5 km à faire, s'est totalement volatilisée. Les gendarmes qui n'ont jamais lâché. Effectivement, il y a quelque chose qui est très étrange parce que l'on ne retrouve absolument aucune trace. Pour les gendarmes, de génération en génération, cette affaire n'a jamais été clôturée. L'affaire n'a jamais été clôturée. Les gendarmes que vous venez de voir, ils étaient sous l'autorité du gendarme qu'on a ici, Stéphane Chalumeau. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes gendarme à la retraite depuis peu, et vous êtes celui qui avait repris ce dossier en main. C'est grâce à vous qu'il y a eu des nouvelles investigations qui ont été faites, les fouilles qu'on vient de voir. Vous connaissez cette affaire par cœur, elle vous tient à cœur et vous allez nous raconter parce que vous avez une conviction. C'est que la vérité, elle est encore possible aujourd'hui. Et ça, c'est important. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et puis, Hélène Gauthier est avec nous. Bonjour Hélène, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous êtes journaliste, réalisatrice. Vous avez notamment fait des documentaires sur cette affaire. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on va se replonger avant de voir votre intervention dans le dossier. Peut-être en 1972, un 24 décembre. On est donc à côté de Cognac, à Bouthier-Saint-Trojan, précisément. La famille Méchineau, voilà, on est là pour ceux qui ne verraient pas Bouthier-Saint-Trojan. On est dans le sud-ouest de la France. Alors la famille Méchineau, on va la revoir, on l'a vu rapidement,
présentez-nous cette famille. C'est une famille, tout ce qu'il y a de plus classique, la famille Méchineau. Oui, c'est une famille classique, ils sont même assez touchants en fait, parce que c'est donc Pierrette et Jacques, ils ont une petite trentaine, ils ont 2 petits garçons de 4 et 7 ans, Éric et Bruno. Et en fait, c'est une famille, oui, classique, ils travaillent à l'usine de Saint-Gobain, ils travaillent de nuit, parce que c'est les 3-8, c'est un super bosseur, comment dire, il est même assez doué, on le dit, très très bon mécanicien, elle est mère au foyer. C'est un milieu très modeste au départ, donc ils se sont élevés, ils ont réussi en fait d'une certaine façon parce qu'ils ont quand même des moyens. Contrairement, c'est un ouvrier mais qui gagne assez bien sa vie parce qu'il est devenu. Alors je m'avance, je sais pas s'il est contremaître, quel est son grade, mais en tout cas il est très apprécié. Et ils construisent leur rêve de vie. Déjà vivre dans une jolie petite maison. Ouais. Ils rêvent d'acheter une maison, de faire construire. Plutôt que d'acheter, de faire construire. Et les enfants vont à l'école dans ce petit village. Ils sont pas du village, ils viennent de la région, ils sont pas de ce village, mais ils sont intégrés très correctement, très bien. Enfin, a priori, tout va bien. Pierrette, Jacques, Éric, Bruno, la petite famille parfaite où tout va très bien. Alors on est le 24 décembre, ils préparent la journée de Noël chez eux, il y aura le repas de Noël le 25 chez eux, et le 24 au soir, ils ont un réveillon chez des amis, pas loin, à Cognac, on est à quelques kilomètres. Ah oui, ils sont invités chez des amis, il me semble que c'est un collègue en fait de Jacques Méchineau, donc qui habite à Cognac, et il y a 2 petits-enfants qui ont les mêmes âges que leurs garçons, donc ils sont copains. Donc ils vont passer le réveillon du 24, le réveillon du 24 là-bas, ils repartent vers 1h du matin au volant de leur petite Simca 1100 couleur Bordeaux. Grenat. Oui, Grenat Bordeaux. Ils repartent vers 1h du matin. Ça, en tout cas, c'est dans les témoignages de cette famille. Ils parlent ils sont partis à 1h du matin. Il s'est rien passé de spécial pendant la soirée. Il y a une route qui est 3 km 7, ou 4. 3 km 7. Pour regagner le domicile de cette famille de Cognac, pour aller jusqu'à la petite maison qui est à l'entrée de Boutier-Saint-Trojan, en fait. Et 3 km 7, en traversant la Charente, alors on est le 24 décembre, il ne neige pas, mais il y a une humidité incroyable, et dans cette région, quand il y a des nappes de brouillard, c'est très épais. Il est très très épais. Apparemment, d'après les témoignages de la météo, on voit pas à quelques mètres. Bon, ils ont 3 km 7 à faire, c'est rien. C'est quelques minutes de trajet pour regagner leur maison. Encore une fois, ils ont une cour, ils peuvent se garer dans la maison. Et là, ils s'évaporent. Et quand vous dites ils s'évaporent, Complètement. Il n'y a aucune trace. Ni de Pierrette, ni de Jacques, ni d'Éric, ni de Bruno, ni de la voiture. Rien. Au début, on ne va pas plus s'inquiéter que ça. On est le 24 décembre. Au début, c'est Noël, on a le droit de partir en vacances. C'est ce que tout le monde se dit. Voilà, même si ils ont pas non plus, ils mettent plutôt de l'argent de côté. C'est pas du genre à aller c'est pas le genre de la famille que de mettre des sous dans des. Puis surtout, ils auraient un peu prévenu. Ils viennent de familles nombreuses, mais qui sont un peu éclatées. Parce que des familles nombreuses au parcours difficile, donc ils sont pas forcément si proches que ça, mais ils s'apprécient. Bon, et donc ils disparaissent. Les vacances se passent. En fait, ce qui commence à mettre un peu la puce à l'oreille, c'est on s'inquiète de leur disparition parce que les enfants ne sont pas à l'école. Bon, alors après, c'est des petits-enfants. Donc, à l'époque, mais Jacques ne reprend pas son poste. Là, il y a un problème. Mais encore une fois, finalement, ça n'alerte vraiment personne tout de suite. Les véritables recherches sont plusieurs semaines après, 2 semaines après. Et pour finir de dresser le tableau, et avant de rentrer dans l'enquête avec vous, chez eux, on retrouvera tout prêt pour le lendemain. C'est-à-dire les cadeaux, le repas, tout est prêt. C'est ça qui est assez dingue, et puis surtout qui est assez frappant et presque touchant, c'est qu'en fait, c'est comme s'ils avaient été aspirés. Chez eux, il n'y a pas de trace d'effraction, pas de désordre. Leurs affaires, il y a des cadeaux au pied du sapin. Alors ça, ça a été un peu discuté, mais en tout cas, le sapin est fait. Peut-être y a-t-il des cadeaux, il y a certains présents. Dans le frigo, il y a les courses de Noël qui ont été faites pour le repas du 25. Il me semble peut-être ils recevaient des membres de la famille de Pierrette. Et dans leur tiroir, on trouve le livret de famille, leur papier d'identité, leur carnet de chèques. Ils peuvent pas partir. Enfin, je veux dire, il y a aucune raison. Il n'y a pas les clés de la voiture. Ils n'ont pas organisé un départ. Comme constatations qui sont faites aussi, on est en 1972 pour une disparition. On n'est pas sur un crime de sang. Il n'y a pas des traces de quoi que ce soit. Bon, on penche plutôt vers l'accident en fait. Alors l'accident, quelle hypothèse possible ? Ça va pas vraiment avancer pendant des années. Et puis, vous allez entrer en scène. Vous arrivez à la gendarmerie de Cognac, Stéphane Chalumeau.
Il y a un gros carton avec plein de vieux cold case dedans, les affaires qu'on n'a jamais réglées. Je le synthétise un peu. Les dossiers non élucidés. Les dossiers non élucidés, vous allez plonger là-dedans. Et je trouve un dossier d'une dizaine de pages sur les disparus de Boutier. Vous le regardez, vous le lisez, vous connaissiez, vous en aviez entendu parler ? Jamais. J'ai découvert ce dossier et j'ai découvert surtout qu'il n'y avait rien qui avait été fait sur ce dossier, sur les recherches. Et on était pratiquement 30 ans après la disparition. 10 pages seulement dans ce dossier ? Oui, une dizaine de pages. Il y avait quelques auditions succinctes pour expliquer qui était la famille, l'environnement. Puis c'est tout, quoi. Il n'y avait rien du tout. Autrement dit, pas d'enquête, il n'y a quasiment rien dans ce dossier. À l'époque, il n'y avait pas d'enquête qui se faisait sur les disparitions. Pourquoi à un moment vous vous dites, c'est celui-là que je prends et que je veux travailler ? C'est pas comme ça que j'ai vu la chose. Je me suis posé la question pourquoi cette famille de 4 personnes, il n'y avait aucune nouvelle d'eux. C'est ça qui m'a intrigué. Et j'ai demandé à tous mes collègues s'ils avaient des renseignements, personne n'avait rien. Et comme c'était Boutier, c'était mon secteur d'activité, j'ai commencé à rechercher des éléments, des petits renseignements à droite à gauche avec le maire, le cantonnier, les commerces, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui... Vous avez refait l'enquête de voisinage qui n'avait pas eu lieu au démarrage. Exactement. Donc ça a duré pendant une dizaine d'années avant que je réunisse des éléments intéressants pour aller voir le procureur de la République pour lui demander l'ouverture d'une enquête officielle. J'adore parce que vous dites ça comme si c'était rien. J'ai bossé puis je suis allé voir le proc. Vous aviez récupéré plein d'éléments. Mais bien sûr, mais surtout on avait cherché ce qui n'avait pas été fait. C'est surtout ça qui était intéressant, c'était de pouvoir essayer de trouver les lieux où pouvait se trouver un véhicule, parce que ce qui était le plus gros, c'était le véhicule. Les personnes, elles pouvaient être dedans, parce que les hypothèses qui ont été émises dès le départ de l'accident, il fallait partir aussi d'abord par là, vérifier que sur le fleuve Charente, il n'y avait rien qui était tombé dedans, quoi. D'où les nombreuses fouilles qui vont avoir lieu. On voyait un extrait tout à l'heure de ces nombreuses fouilles. J'imagine qu'on a regardé l'état de la route pour vérifier s'il n'y avait pas eu des traces, il n'y a rien. Alors, à l'époque, les lieux étaient totalement différents, parce que quand on parle de 30 ans en avant... Ce qu'on a fait, c'est qu'on a, avec les moyens techniques qui existaient en 2011, on a fait des vérifications avec les sonars, déjà du fleuve Charente, ce qui nous a permis de découvrir pas mal de véhicules, mais qui correspondaient pas à celui qu'on cherchait. Et on a fait également tous les trous d'eau, les carrières, les trous d'eau, les gouffres de la région. On a commencé comme ça. Et ça ne donne évidemment rien. L'hypothèse de l'accident... elle est quand même assez peu plausible parce que, franchement, il y a un moment, on aurait vu quelque chose, on aurait entendu quelque chose, il y aurait eu des traces de pneus, on aurait freiné, même à l'époque, en 72, on s'en serait saisi. Il y a une autre hypothèse. On va essayer de les égrener parce qu'on essaye depuis 54 ans de comprendre quand même cette histoire. L'autre hypothèse, c'est la vie sentimentale du couple Pierrette et Jacques, parce que Pierrette, elle a un amant qui s'appelle Maurice. Alors, les enquêteurs, à l'époque, et puis ça parle dans le village, on apprend que Pierrette, que le couple n'allait pas si bien. Mais vraiment pas. Et on apprend même que Jacques avait découvert que Pierrette avait un amant, ou des amants, un amant en tout cas, qui ensuite sera présenté comme le seul, peut-être qu'il y en avait d'autres, peut-être que c'était un peu plus subtil que ça, ou un peu plus compliqué, on va dire. Mais en tout cas, le couple allait mal, et ça, même la famille de Jacques Méchineau peut en parler, puisque le frère le plus proche de Jacques Méchineau à l'époque, Jean-Paul, a parlé avec son frère quelques semaines plus tôt. Il a découvert que Jacques était au courant de tromperie de la part de sa femme. Il en souffrait, il était très embêté, et il avait quand même dit une phrase qui est assez perturbante. Élément clé. Parce que finalement, c'est un petit peu le mobile qui saute aux yeux tout de suite. C'est peut-être plus compliqué que ça, mais en tout cas, celui-là, il est quand même costaud. Il avait dit à son frère, si elle ne revient pas vers moi, si elle n'arrête pas tout ça, en gros, je ferai disparaître tout le monde et personne ne me retrouvera. C'est quand même assez prémonitoire. C'est très prémonitoire. Il y a deux hypothèses dans cette affaire. C'est un amant qui veut se débarrasser du mari et éventuellement toute la famille, ou qui, finalement, n'ayant pas Pierrette que pour lui, décide de tuer toute cette famille. Est-ce que ça tient la route ? Toutes les hypothèses tiennent la route. Le problème, c'est de savoir où ils sont. C'est ça qui a motivé tout. Parce qu'en fin de compte, on avait les éléments, différents éléments, l'amant, donc on peut interpréter les décisions du mari, ou les décisions de l'amant, ou les décisions de Pierrette de partir à l'étranger, ou toutes les hypothèses possibles. Mais ce qui importe, c'est de savoir où ils sont. Et c'est ça qui n'a pas été trouvé pendant 50 ans. Et c'est là où vous pointez une incohérence dans l'histoire. C'est-à-dire dans l'hypothèse du mari qui se dit « ma femme a un amant, je tue tout le monde, on disparaît, je me suicide ».
Pourquoi disparaître ? On peut tuer tout le monde sans disparaître. Exactement. Après, toutes les hypothèses sont ouvertes dans ce dossier. Vu qu'il n'y a pas d'éléments, dès le départ, il n'y en avait pas. Et les années d'enquête font qu'on a fermé toutes les portes des endroits où ils ne pouvaient pas être. C'est surtout ça qu'on a fait. On a essayé de trouver, mais on a fermé aussi toutes les hypothèses qui étaient possibles dans la région. Maintenant, ils auraient pu partir loin. Sauf que, comme il a été dit, ce jour-là, il y avait un brouillard à couper au couteau. Partir avec une voiture qui est éclairée avec les phares jaunes en 72, avec des enfants à l'intérieur, alors qu'il faisait froid, c'est plus compliqué. Ou alors, il faut que ce soit vraiment prémédité. J'imagine qu'on a fait des fouilles élargies. Totalement. Et on n'a rien trouvé. Non. Est-ce qu'ils auraient pu partir en cavale ? Est-ce que ça, c'est une option ? Est-ce que, finalement, ils vivent peut-être ailleurs ? Bon. Tout est envisageable, puisque encore on n'a pas les corps, on ne sait pas ce qui s'est. Mais en revanche, quand même, partir le soir de Noël à 1h du matin, après avoir passé une soirée, apparemment qui s'est déroulée tout à fait normalement, sachant que c'est la nuit de Noël, les enfants attendent leurs cadeaux, qu'ils vont avoir le lendemain matin. Enfin, ça devient quand même un peu là, ça va assez loin. Je pense qu'il faut revenir peut-être à des choses un peu plus simples. La plupart des hypothèses ont été fermées. Bon, la rencontre fortuite, l'accident, il y aurait eu des traces, a priori non. Cette voiture n'est sûrement pas allée à la maison, ça c'est certain. En tout cas, elle n'a pas plongé dans un fleuve. Il n'a pas pris là. Alors de toute façon, il aurait fallu que ce soit concerté. Jacques Méchineau, qui conduit sa voiture, ne va pas contraindre sa femme. Les enfants dorment probablement à 1h du matin à l'arrière. On peut l'imaginer. En revanche, il ne va pas décider de faire 600 bornes ou 400 ou je ne sais pas combien avec son réservoir de Simca 1100 pour kidnapper tout le monde et les emmener à traverser une frontière. C'est pas très, c'est un peu poussé. À l'époque, il n'y avait pas Schengen, c'était difficile de passer les frontières. C'était plus difficile qu'actuellement, surtout avec des enfants. Ce qui est fascinant, c'est que on n'a jamais cessé de chercher. Et ça, c'est quand même assez fou. C'est-à-dire que vous avez relancé ce dossier, vous l'avez transmis au PROC, qui du coup a relancé. Aujourd'hui, c'est parti dans les mains du pôle des cold cases de Nanterre, c'est leur plus vieux dossier. Et il y a eu plein d'éléments de rebondissement. En 2012, par exemple, on va regarder les images. En 2012, il y a un promeneur juste à côté du domicile des Méchineaux qui va se balader, il part à la cueillette aux champignons, et puis ce promeneur, il va découvrir des ossements. Alors là, il expliquait à TF1 avoir retrouvé des ossements humains. On s'est dit, c'est peut-être les ossements ou de Jacques ou d'un enfant, parce qu'a priori c'était plutôt des ossements d'enfants. Ça a recréé de l'espoir, notamment pour la famille des Méchineaux. Écoutez, Paulette, c'est la sœur de Pierrette. Est-ce que c'est Jacques ? Parce que c'est un homme, en principe. Moi, j'y suis allée mercredi à la gendarmerie, j'étais convoquée pour prendre mon ADN. Voilà. Mais bon, voilà, on ne sait pas. Voilà. C'est un homme, c'est une tête d'enfant. Le gendarme m'a dit même une chaussure de femme des années 70. Bon, voilà. Ça n'était pas les ossements de la famille Méchineau. Non, mais ça correspondait. Oui. Les ossements qui ont été découverts, c'était un homme de 40 ans qui pouvait correspondre à Jacques, et des ossements d'un enfant de 7 à 8 ans, avec une chaussure des années 70, donc tout correspondait. L'avantage, c'est que dès 2011, on a fait des prélèvements ADN de toute la famille, de côté de Jacques et de Pierrette, ce qui permet de pouvoir faire des vérifications et des comparaisons. Et là, on s'est rendu compte que c'était pas les corps de la famille Méchineau. On a aussi retrouvé des voitures. Une en particulier. Oui. Une en particulier. Racontez-nous. Stéphane Chalumeau, ça a dû être racontez-nous. une dont il souffre encore. On a découvert le même véhicule, même couleur, dans le fleuve Charente. On a bien cru que c'était le bon véhicule. Et les numéros de série qui étaient gravés, ainsi que la plaque d'immatriculation, ne correspondaient pas. Mais ça correspondait au véhicule qu'on recherchait, avec la même couleur. Oui, des Simca rouges, grenats, trouvés dans la Charente, qui datent de la même époque. Ouais. Bon, ça semblait... Eh ben non. À chaque fois, vous vous dites, faut y retourner ? Ben oui, parce que j'ai des illusions et espoirs. Ça a été ça pendant 20 ans que j'ai participé à cette enquête. J'espère que il va y avoir des découvertes qui vont être faites, parce que maintenant, comme c'est au pôle cold case... Alors vous espérez, vous faites plus qu'espérer. Vous m'avez dit, quand on a travaillé cette émission, vous m'avez dit, moi j'ai une conviction. Alors vous ne nous direz pas quoi ? Non. Parce que vous ne voulez pas influencer le travail du pôle cold case, et en bon gendarme, vous dites, moi j'ai transmis ce que j'avais fait. Mais vous avez la conviction qu'on va peut-être bientôt savoir la vérité sur cette affaire.
Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a des éléments qui ont été réunis qui permettent de pouvoir faire avancer ce dossier. Et je crois que le pôle cold case, c'est... Des éléments crédibles, sûrs, qui, selon vous, permettent d'avoir des hypothèses plus que des hypothèses. Oui. Donc vous avez un peu d'expérience, donc on veut bien vous croire. Donc je pense que si le dossier il a eu ce cheminement-là pour arriver au pôle cold case, c'est qu'ils veulent travailler encore dessus et qu'il y a encore des choses à vérifier. Donc moi, c'est ce que je pense. Et je crois qu'il va y avoir, un dénouement. Est-ce que vous partagez cet avis-là ? Oui, on est forcément... Oui, déjà, par principe, il faut rester optimiste. Hein. L'affaire, elle est il n'y a pas eu d'instruction pendant des années. En 2020, il y a une instruction. Ça commence, en fait, finalement. Vous avez raison. Donc, il y a des choses dans le dossier aussi. Ça se passe dans un petit cercle. C'est forcément lié à cette... Enfin, certainement lié. Je vais pas non plus... Je veux dire, je suis pas devin. Mais c'est probablement lié à cette histoire de couple. On est dans un drame familial. Oui. Et il n'y a pas non plus 250 intervenants, enfin participants, on va dire, à tout ça. Donc, il y a quelques personnes qui avaient entendu. Au pôle cold case, ils doivent travailler, j'imagine, avec ces auditions. C'était il y a plus de 50 ans. Donc, peut-être pas mal de gens sont décédés, mais néanmoins, ça donne des pistes. Et il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas de nouvelles recherches, des recherches de preuves. Est-ce que, Hélène, on peut faire un parallèle où c'est trop hasardeux avec des affaires type Petit Grégory, c'est-à-dire un mystère total où on se dit il y a des gens qui savent, il y a des gens qui ont vu, il y a des gens qui probablement pourraient parler, c'est probablement un des espoirs du gendarme, c'est qu'un jour des gens parlent, et que cette affaire, en fait, elle tient à un secret qui est entretenu ? Oh, très certainement. Très certainement, comme dans l'affaire du Petit Grégory. Après, la différence, c'est que il faut des preuves. En fait, c'est pas la différence, c'est qu'il faut des preuves, parce que des gens qui parlent, ils auraient parlé depuis 50 ans. J'y crois pas trop au témoignage sur le lit de mort. On rêve toujours, mais en fait, la nature humaine fait que c'est rare qu'on se livre, qu'on confesse quelque chose. On part avec ses secrets. On part avec ses secrets qu'on a bien gardés, et on s'en fiche de ce qui se passe. Hein. Ouais. En revanche, c'est des pistes pour orienter les recherches, des recherches matérielles, avec toujours des nouveaux moyens techniques. C'est exactement ce qui se passe dans le dossier de Grégory. Hein. Beaucoup de nouvelles comparaisons ADN et tout ça en permanence. Ça suit la progression, en fait, de la technique. Et dans l'affaire Méchineau, alors, bon, on peut pas parler de scellé. Non. En revanche, géographiquement, il faut quand même, il y a 4 corps à trouver, ça laisse des traces. Une voiture qui a peut-être été découpée, j'en sais rien, ça laisse des traces. Bon, il n'y a pas de raison que la Terre les ait fait disparaître totalement, non. Alors, c'est vrai que cette affaire, nous, elle nous fascine par son mystère. C'est aussi une affaire très humaine, parce que vous avez beaucoup parlé avec la famille Méchineau. Ils attendent encore des réponses, parce que pour eux, c'est quand même un mystère insupportable. Ils sont très affectés, de toute façon. Et en plus, le jour de Noël, tous les ans, c'est la même chose qui arrive, et il n'y a pas de réponse. Donc c'est très compliqué. Et dans les nouvelles générations de la famille, ils se sont aussi mis à enquêter. Exactement. On les voit sur les réseaux sociaux, et ça diffuse des renseignements partout. Donc c'est bien, parce que c'est médiatique, et donc obligatoirement, il y a des gens à un moment donné qui vont donner des informations. Même si ces informations, avec le temps, sont modifiées, transformées, même inventées, ou peut-être même oubliées, et puis que maintenant ça réapparaît. Mais on y croit encore, quoi. Ces personnes que vous avez, cette famille, elles vous parlent de leurs cousins, de leurs sœurs, de leurs frères ? Alors moi, j'ai plus de contact depuis quelques années, depuis que je suis parti en retraite, mais de temps en temps, mais c'est prégnant pour eux. Ils y pensent tout le temps. Oui. Moi, je me souviens avoir interviewé le frère cadet. Le dernier, c'est une fratrie de 13 au départ. Ils sont plus que 2. Enfin, non, il est seul, en fait, puisque Jacques Méchineau a disparu. Et il me disait, quoi que ce soit l'issue de cette affaire, même si c'est la grosse catastrophe, il appelait ça la grosse catastrophe, ce serait le scénario où peut-être son frère serait mêlé, ou du moins tout le monde aurait été massacré, tué. Eh même si c'était lui qui était à l'origine de ça, ça reste mon frère. C'est ce qu'il disait. C'est ce qui est logique. Bien sûr. Mais tant qu'ils savent pas, de toute façon, ils peuvent pas faire leur deuil. Et puis c'est une affaire qui revient sur le devant de la scène chaque année dans la région. Parce qu'elle est un mystère absolu. On parlait de Grégory, mais c'est comme l'affaire du pont de Ligonnès. Presque en pire, parce qu'on a encore moins d'éléments, on n'a pas de corps. On est dans le mystère absolu. Oui, ne pas avoir de corps. Et puis bon, c'est vrai que c'est très touchant. C'est une famille, c'est deux petits gamins à l'arrière de la voiture le soir de Noël. Enfin, c'est tout le monde. On ne peut que se mettre à leur place, quoi. C'est pas possible de faire autre chose. C'est terrible. On va continuer à suivre ce dossier. Vous me promettez que s'il y a des éléments qui sortent, vous revenez, hein ?
L'un et l'autre. Merci beaucoup à vous deux. Merci Stéphane Chemou. Merci Hélène d'être venue sur le plateau d'Histoire criminelle. Vous savez que l'émission est à retrouver en podcast désormais sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, Deezer ou encore Apple. Vous pouvez écouter Histoire criminelle dans vos oreilles tout au long de la semaine. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour d'autres histoires criminelles.